Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très bon réveil à vous tous. Excellente matinée. Très heureuse de vous retrouver comme chaque mercredi matin avec bien sûr toute l'équipe de la Régie 7, l'équipe technique et bien sûr et nos rubricards aussi habituels du mercredi matin, à savoir Lilia Bnassar dans un tout petit moment et puis pour l'agenda culturel, Imed Lamouri pour les internets. Bien sûr, il reviendra sur tout ce qui a marqué Internet et bien sûr les nouvelles technologies au service de l'information. Nous aurons également Ahmed Grigarsen dans un tout petit moment. Lui, comme chaque mercredi matin, il vient nous parler donc des savants, chercheurs et auteurs. Aujourd'hui, c'est le tour d'un auteur. Il s'agit donc de Khalifa Ben Amara, auteur de plusieurs ouvrages. Il viendra nous en parler et évoquer tous ses ouvrages. Nous reviendrons évidemment, bien sûr, sur la défaite des Verts, triste défaite des Verts. Aujourd'hui, c'était très difficile de se réveiller avec cette nouvelle et donc j'imagine que tous les Algériens, partout où ils sont, ils étaient un peu déçus donc de la non-qualification de l'équipe nationale au mondial. En tout cas, on va y revenir. Nous allons parler avec notre spécialiste maison donc du football. Il s'agit de Mahmoud Bouguermor qui sera là parmi nous dans un tout petit moment pour revenir sur le match d'hier, sur bien sûr l'arbitrage et bien entendu tous les détails donc de ce match. Et on aura également des invités, à savoir la santé. Vous le savez, nous sommes à J- de Ramadan, Inch'Allah nsomo b'saha ou l'hna. Et bien sûr, nous allons parler de la santé et surtout donc maladies chroniques liées donc aux jeunes. Donc comment jeûner avec ces maladies chroniques. En tout cas, notre médecin sera là pour nous aiguiller et nous informer sur la ligne à tenir, bien sûr, pour jeûner dans de bonnes conditions. Nous terminerons l'émission, comme je l'ai dit, avec Lilia Bnassar et Imad Lamouri pour Internet. Voilà, c'est tout le programme qu'on a à présenter. J'espère que vous allez rester attentifs jusqu'à 9h30. En tout cas, on est là pour vous donner un petit peu de sourire, malgré tout, quand même, avec nos invités et surtout de la bonne humeur. On va commencer tout de suite avec un super fort. On va la retrouver dans un moment. Là. Le générique, on va le voir hein, dans un moment. Le spot. Non. Oui, non. Allez, on y va. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? J'avais dit qu'elle était en on a été tellement pressés de venir qu'on n'a même pas eu le jingle. Oui. Mais donc, oui, c'est vrai que vous m'avez dit ne me pose pas la question sur le match. Moi, j'ai pas vu le match, j'ai pas pu le voir. Mais c'était dur, hein, parce que vous entendiez les voisins. Exactement. J'entendais les supporters surtout. Hein, donc, c'est pas 5 juillet. Voilà, c'était dur. Ah oui. Donc, je savais quand on a marqué, quand on n'a pas marqué. Le stade Mustapha Tchaker. Non. 5 juillet 5 juillet. Ah ouais. Ah bah oui, j'entendais les supporters. Je me suis dit, bon, c'est pas non, grave. Pas Mustapha Tchaker. C'est super loin, de toute façon, on n'aurait pas pu entendre. Du tout. Mais quand même, il y avait quand même cet engouement autour, bien sûr, du football. C'est ça qui dommage. C'est ça qui le nourrit foot, voit le peuple. Hein, c'est ça dit, le hein. foot. Hein. Voilà. Donc, on va quand même avec une météo assez spéciale hein, hier soir. Oui. Ben, hier en fin de journée, on a eu peur. On l'avait prévu hein, pour les remontées de sable du Sahara. Hein, donc, c'était pas une ciel rouge. Hein. On va peut-être poser la question aussi. On pensait même qu'il y avait une éclipse. Non. C'était juste les remontées de sable. Hein. D'accord. Voilà. Ben, je vous laisse présenter. Peut-être aujourd'hui va faire meilleur. Quelques pluies, ça va. Par contre, nos voitures étaient toutes. Ah oui. Bien. C'est un massacre. C'est un massacre. bien rouge. Hein. Oui. Allez, on vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura toujours des passages nuageux, parfois denses, qui vont donner quelques pluies, parfois ensemble des régions intérieures et les hauts plateaux, avec quelquefois des chutes de grêle sur les hauts plateaux ouest et centre, et à noter quelques particules de sable en suspension toujours sur le haut plateau et les régions intérieures de l'est. La moitié sud, eh bien, on aura toujours des passages nuageux avec quelques pluies orageuses vers la Saoura, le Nord Sahara, les Oasis et le Sahara oriental. Ailleurs, le temps restera dégagé à partiellement voilé, avec toutefois des secondes de sable, cette fois-ci le Nord Sahara, les Oasis, le Sahara et le Sahara oriental. Les températures, eh bien, quant à elles vont baisser sensiblement par rapport à hier avec 10 degrés de moins. Et Météo Algérie a prévu 11 degrés du côté d'Albeya, 13 Djelfa, 22 degrés à Batna, 18 Constantine, 24 Tébessa, 16 degrés à Tizi Ouzou, 19 Alger, 17 degrés du côté de Annaba et Oran, 18 degrés à Tlemcen, 15 Tiaret, au sud 21 degrés à Béchar, 25 Gardaïa Biskra, 32 degrés à Janet, 25 à Tindou, 29 à Adrar, 35 à Inna 28 Borj Bedji Mokhtar et le maximum cette fois-ci à Ingzam avec 40 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera à
sur les côtes ouest, centre et est, avec des vents qui vont souffler entre 20 et 40 km/h sur les côtes centre et est, et les vents seront de secteur ouest sur les côtes centre et ouest à nord-ouest sur les côtes est, mais 30 à 50 km/h sur les côtes ouest, avec des vents de secteur ouest à sud-ouest. Un petit voyage cette fois-ci vers la partie sud de l'Afrique où le temps restera partiellement voilé sur une grande partie du continent, mais peu nuageux vers Antananarivo et Addis Abeba, des passages nuageux par contre vers le Cap. Le minimum est bien 19 degrés vers le Cap, 26 Addis Abeba et Antananarivo, 4 Lusaka, 25 degrés à Nairobi, 32 à Abidjan, 36 à Bangui et le maximum cette fois-ci Abuja avec 38 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous Donc, remercie. faites attention quand même aujourd'hui au Oui, temps. bah oui, bah oui, Prudence quand même. Prudence, toujours avec les quelques C'est pluies. gentil. Voilà. Merci beaucoup. Gentiment. Gentiment, tout à fait. Donc, on vous laissera tout à l'heure nous donner plus de détails. À midi et 19h. Et puis, on vous retrouvera avec grand plaisir dès demain. Demain, Inch'Allah. Vous allez suivre notre émission, vous Bien allez en sûr, savoir plus je sur serai à la régie. le déroulé et surtout les coulisses donc, du match. En savoir plus tout à l'heure avec Bouguelmouh dans un tout petit moment. Je vais le suivre à la régie. Alors. Voilà, on vous laisse repartir avec une belle chanson. Avec plaisir. Belle reprise du groupe Zahir, Lillah Yahli Hadrouni. On se retrouve juste après.
Voilà, on a pu apprécier la belle chanson du groupe Zahir, une petite transition aussi pour permettre aussi à nos invités d'être présents. Alors, on accueille comme il se doit Mahmoud Bougermouh. Bonjour Mahmoud. Bonjour Amel. Comment ça Présent, va? je sais pas trop. Hein. Ouais, présent, très déçu, évidemment, c'est Comme vrai. tout le monde. Il était comme tout le monde, c'est vrai, je l'ai dit aujourd'hui, réveil assez difficile pour tous les Algériens de là où ils sont. C'est vrai que c'était une grande déception. On s'imaginait déjà en finale, même pas finale, on s'imaginait déjà Coupe du Monde, en déjà. Coupe du Monde avec bien sûr tout l'engouement qui allait avec et la fête et bien sûr l'euphorie. Malheureusement, ça a été un match assez difficile, un match qui pourtant était donc pressenti pour être un beau spectacle. Un beau spectacle. Malheureusement. Ouais, comme vous le disiez, réveil très difficile. La nuit a été courte. Bon, sur ce résultat, hein, on s'attendait, on attendait beaucoup de ce match. Beaucoup de scénarios étaient prévus, mais pas quand même plutôt optimiste. Hein. Oui, plutôt optimiste. Après la victoire 1-0 à Douala. C'est ça. Et puis voilà, c'est aussi ce qui fait le charme de ce sport, et qui nous rend fous tous. C'est l'aléa, c'est l'inconnu. Exactement. Voilà, ouverture du score du Cameroun sur un but... Très tôt, hein, d'ailleurs, en plus. Très tôt, hein, à la 22e minute, un but de Choupo-Moting, discutable, hein, soyons honnêtes. Bien sûr. Sur un corner, donc le défenseur camerounais a poussé Mandi, notre défenseur central, sur le gardien. Mbolhi qui a raté du coup un peu sa sortie, et le ballon est repris par Choupo-Moting de l'intérieur du pied. Oui. Discutable. Bon, tout le monde a dit pourquoi on n'a pas demandé la VAR, pourquoi. Oui. C'est peut-être l'occasion d'expliquer un peu aussi le fonctionnement de la VAR. Ce que c'est que cet écran-là et la VAR, et pourquoi on doit le demander. Voilà. Et qui a cette autorité de le demander. Justement, on ne peut pas le demander. Oui. Alors VAR, c'est Video Assistant Referring, arbitrage, assistance vidéo à l'arbitrage en français. En fait, vous avez deux arbitres qui sont dans un van à proximité du terrain, qui ont accès à toutes les caméras hier de l'ENTV pour le coup, et qui revisionnent quand il y a une action litigieuse, qui la revisionnent. Pendant que le match est en cours. Hein. Voilà, pendant que le match est en cours, s'il y a une décision litigieuse ou discutable, s'ils sont sûrs de la décision, donc ils sont en communication avec l'arbitre central qui est sur le terrain, s'ils sont sûrs, ils lui disent effectivement, c'est sûr, on est sûr à 100%, il faut siffler penalty ou il faut siffler main ou quoi, ou qu'est-ce. S'ils ne sont pas sûrs, ils lui disent de venir vérifier. C'est ce qu'on a vu hier sur le but refusé de Slimani par la suite. On a vu l'arbitre se diriger justement vers cet écran. Voilà, quand sur il fait terrain. le geste de la main comme ça, c'est qu'il va aller vérifier vers le moniteur qui est installé en bord de terrain. C'est ça. Après, c'est le directeur du jeu, comme on dit, c'est lui qui prend la décision finale. Discutable pour nous et pour tout le monde, hein. mais on avait des doutes sur cet arbitre. On avait... Bakary Vraiment, Gassama. justement, l'arbitrage a été très très dur. D'ailleurs, le monde entier voulait pratiquement, hein, surtout nous en tant qu'Algériens. On va pas dire que ça a été en notre faveur l'arbitrage cette fois-ci. Hein. Non, bien au contraire. Pas du tout. Bon, c'est discutable. Oui. Après, effectivement, les matchs comme ça, il faut les gagner. Il faut les assurer, quoi. Gagner, marquer les deux buts. Faut dire qu'on a beaucoup raté. On était bien jusqu'au match nul, et surtout, bon, au départ, même quand ils nous ont marqué, c'est-à-dire qu'on avait quand même encore du jeu à faire. Oui, bon, on va faire notre autocritique aussi un peu, oui, hein, il le faut. On a manqué un peu de lucidité, on a raté quelques actions, je pense à l'action de Belaïli dans la cage quasiment vide, qui ouvre trop le pied et qui la met à côté. On a raté beaucoup de buts malheureusement, trop haut, trop à côté. Trop à côté, sur le gardien aussi, le gardien Onana du Cameroun, très grand gardien de l'Ajax Amsterdam, qui a sorti un grand match. Voilà, avec ces deux buts, ça aurait été peut-être différent, mais aussi, comme vous le dites, on a égalisé. Donc sur ce but de Touba à la 118e minute, on n'a pas le droit d'encaisser après un but comme ça. Bah oui, on n'a pas le droit, malheureusement. On ferme le jeu. On était tellement heureux et on l'a senti, ça a vibré, l'Algérie entière a vibré à ce but-là. Bah oui, à ce but-là, et juste après, sans même s'en rendre compte, on avait encaissé c'est un manque le but adverse. De lucidité, un manque
un trop plein de confiance. Vous savez, après un but comme ça, il faut casser un peu le jeu. Il faut surtout se replacer. Il y avait sur le deuxième but il y a eu camerounais. 2 fausses joies. Donc les 2 buts qui étaient donc rentrés de beaux en fait, et finalement refusés encore une fois, ça a un petit peu perturbé l'équipe aussi. Hein. Oui, bien sûr, mentalement, c'est pas toujours facile à gérer dans un stade plein à craquer. Voilà, sur son terrain. Sur son terrain, voilà, les dans décisions son pays. d'arbitrage, ça vous énerve forcément sur un match comme ça. Et il fallait fermer le jeu. Sur le deuxième but camerounais de Toko Ekambi, il y a un gros problème de marquage. Hein. En défense, on a laissé 2 Camerounais seuls. Exactement. Ça, ils ne vous le pardonnent pas. Hein. On l'a vu. Et puisqu'on parle du public, un mot peut-être de la ferveur. Oui. Ils étaient au rendez-vous, hein. Le public était là, prêt, avec tous les drapeaux, l'engouement, le chant. Ils étaient fatigués aussi malgré tout, mais ils étaient téméraires quand même. Ah oui, on a vu des images extraordinaires la veille du match à 2h du matin. Les supporters dormaient devant le stade pour être sûrs d'avoir des bonnes places, pour être sûrs de rentrer. Les portes qui devaient ouvrir à midi ont finalement ouvert plus tôt dans la matinée. Le stade était archi comble. C'est une épreuve aussi pour le supporter. C'est une épreuve, ça nous permet peut-être de dire, et j'imagine que c'est le dernier match à Blida, parce que le stade de Blida n'est pas fait pour abriter ce genre de rencontre. Il serait bien mieux au Saint-Juillet, où le stade est beaucoup plus grand, beaucoup plus au nord, au nouveau stade d'Oran qui abritera les Jeux méditerranéens. Et je suis sûr que Coran va recevoir des matchs de l'équipe nationale dans les semaines et les mois à venir. Avec les Jeux méditerranéens aussi et même qui avant, arrivent. tout à fait. Et un mot aussi pour nos supporters, on a vu quelques dépassements. Il faut qu'on apprenne à accepter la victoire comme la défaite. Bien sûr, tout a été fait justement pour avertir les supporters. Pas de fumigène, faites attention, n'achetez pas les billets, bien sûr, au marché noir. Au marché noir, tout ça. Donc beaucoup de recommandations ont été faites par les autorités pour essayer donc de réussir cette rencontre, cette belle rencontre qui est une rencontre quand même historique aujourd'hui. Et puis rappeler aussi les normes, la sécurité, le bon déroulement bien sûr de ce match. Et Blida a été complètement fermé hier. Oui, bon, c'est des mesures sécuritaires, c'est très important. C'est mieux quand c'est comme ça, pour la sécurité des supporters et des habitants aussi. Mais voilà, il y a toujours quelques brebis galeuses, on va dire. Dommage. La culture football, c'est aussi d'accepter la défaite et d'être grand dans la défaite. On a beaucoup de peine pour notre coach, qui était effondré lui aussi, et bien entendu toute l'équipe, l'équipe nationale à qui on rend un vibrant hommage aussi, parce que ça a été donc de belles victoires qu'ils nous ont offert, donc ça reste quand même des matchs forts, et surtout pour le plus grand plaisir du public. C'était ça. On est clairement, je pense, sur une des plus grande génération de les revoir ce matin, honnêtement. Tout à fait. Et il était, lui, c'était son rêve de vivre cette Coupe du Monde. Exactement. De vivre cette Coupe du Monde en tant que sélectionneur. Il est champion d'Afrique. C'est ce qui manquait à sa carrière d'ailleurs. À sa carrière, oui. On espère qu'il va rester encore avec nous quelques mois ou quelques années. On ne sait pas. Inch'Allah, la décision lui appartient. Et, bien sûr. Il va y avoir une conférence de presse aussi. Probablement dans les jours à venir. Je pense qu'on va laisser un peu la pression retomber et des décisions vont sûrement être prises. De toute façon, il y a toujours eu des surprises. On a vu l'élimination de l'équipe d'Italie. Là aussi, c'est une grande équipe. L'équipe d'Italie qui l'Égypte s'est fait éliminer. L'Égypte dans un remake de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations hier. De la même manière, au tir au but, s'est incliné face au Sénégal. Voilà, les grandes nations. Comme vous le disiez, c'est le jeu. C'est le jeu. Un jour on gagne, un jour on perd, et voilà, et on se remet au travail. Maintenant, un petit mot peut-être sur quand on voit, comme on le disait un peu avant l'émission, un arbitrage comme ça. Vous savez, le jeu, c'est aussi les coulisses, c'est aussi un peu le travail du politique sport, j'entends. Bien sûr. Et je pense qu'un effort est à faire dans les instances internationales. On doit être présent, l'Algérie doit être présente au moment où des décisions comme ça sont prises
de désignation d'arbitre. Parce que c'est la troisième fois que cet arbitre joue avec l'Algérie, hein, et Oui, ça a été à arbitre. chaque fois des matchs très, très, très difficiles. Avec des décisions contestables. Oui. Mais dans tous les cas, c'est très important d'être présent dans les instances. La fédération devra faire ce travail. Hein. Il y a des moments où il faut se remettre en question aussi. Oui, hein. oui, bien On sûr. le dit de manière constructive. Il faut être présent, C'est dommage. il faut défendre la position de l'Algérie. Oui, oui. Et voilà. Mais je suis sûr que le meilleur est à venir. Dommage, en tout cas on aurait bien aimé continuer sur notre lancée avec toutes nos équipes aussi de journalistes, d'émissions spéciales bien sûr autour du football, mais on va continuer bien sûr, vous serez là pour toujours être au diapason du meilleur de nos équipes, nos sportifs, et toujours bien sûr rappeler l'événement bien sûr sportif. Bien Merci sûr. beaucoup Un petit mot Mahmoud. peut-être Oui, pour féliciter les équipes de l'ENTV qui ont travaillé hier, oui. qui ont travaillé Tout à fait. pendant un match. Ça se prépare pendant 3 ou Bien, 4 jours. Tout à fait. Qui ont abattu l'installation du Compound TV, la production du match, qui ont abattu un travail considérable et qui étaient dévastés à l'issue du match. Dévastés. Un mot pour eux et pour les remercier pour leur travail. Merci de penser à Ahmed. toutes ces équipes. En tout cas, on aura, j'espère, de plus beaux résultats et peut-être de belles victoires à l'avenir, Inch'Allah. On y croit en tout cas toujours, et on est toujours derrière notre équipe nationale, bien entendu. Merci Toujours. beaucoup Mahmoud. Merci, Et Amel. on vous dit bon courage à vous. On va se aller se reverra. reposer un peu quand Oui, même. vous allez vous reposer. Vous avez veillé hier soir. Ouais. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous Merci, très un tôt ce plaisir. matin. Et puis on vous dit bonne chance, on continue. Bonne journée. Voilà. Je vous ai... Il est là parmi nous chaque mercredi matin. Vous avez rendez-vous avec l'histoire, avec nos chercheurs, nos savants. Et cette fois-ci, ça sera un auteur. Il nous a quittés. C'est donc Monsieur Khalifa Ben Amara, un auteur prolifique. Plusieurs ouvrages ont été édités. Eh bien, c'est Grig Hassan Ahmed qui va nous en parler. Bonjour. Bonjour Amal, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaykoum. Marhaba bik. Ma'akoum Barouk, Inch'Allah. Donc voilà, j'espère que les gens ont repris le pied, donc c'est bon, il faut continuer, la vie continue. Oui. Donc voilà, on va essayer de jeter un peu de lumière sur une personnalité. Il faut dire que Khalifa Ben Amara, c'est quelqu'un qui est spécial parce que il a travaillé dans des conditions très spéciales. Il a choisi sa voie parce que donc il est né en 47 je crois, donc il a fait ses études chez lui à Ain Sefra. De là il est parti à Maskar pour ses études secondaires. Il a eu le bac, puis il est venu ici à Alger. Il a fait des études. Donc il aurait pu être comme tout le monde, prendre à l'époque un poste dans l'administration et terminer sa vie. Non, mais il avait un souci
souci, il avait une inquiétude intellectuelle interne qui a fait qu'il prenne la décision de tout quitter et de s'installer, de revenir chez lui, d'ouvrir une librairie. Donc, j'imagine que c'est pas la librairie, c'est pas la grande librairie, donc qu'on voit dans une grande ville, c'est une toute petite librairie. Et là, il commence à travailler, donc à mettre noir sur blanc, donc ce qui ses pensées, ses réflexions. Il commence par quelques ouvrages, quelques romans, donc et de là. Donc, on a un ensemble de ces ouvrages. Il commence par des écrits comme ça, La Muse, La parole étranglée. C'est un peu une description de l'actualité, donc des années, peut-être, donc de sa vie, des années 80, 90, donc, et toutes les crises par lesquelles elle est passée, bien sûr, la société algérienne. Et puis, il s'intéresse à l'histoire. Il s'intéresse à l'histoire de toute une région qui est le sud-ouest de l'Algérie, à Ain Sefra, avec les personnages qui ont marqué cette région. Exactement. Il ne faut pas oublier que c'est le lieu, c'est le cadre où s'est déroulée l'une des plus grandes résistances de l'Algérie, la résistance d'Ouled Sid Cheikh, d'où son écrit sur les Boubkria, donc la Sira des Boubkria. Donc, et puis il s'intéresse aussi à Isabelle Eberhard, donc bien sûr, parce que, mais bien sûr de cette région, on ne connaît que Cheikh Bouamama et Isabelle Eberhard. Tout le monde ne parle. Mais là, on a un Khalifa Ben Amara, donc c'est un homme de culture, c'est un écrivain, c'est un auteur de la région qui s'est intéressé à sa région. Il a fait un travail qu'aurait dû quelque part faire une structure, donc c'est un travail, quand même une douzaine d'ouvrages, c'est pas... Il a sensibilisé autour donc, de sa région et surtout du patrimoine littéraire algérien, donc l'histoire donc, de l'Algérie, à travers donc, ses nombreuses recherches. Il a mis ça noir sur blanc pour que d'autres générations, notamment celles de sa région d'abord, puisqu'avec la librairie, c'est ce qu'il a voulu concrétiser, et par la suite élargir un petit peu sur tout le territoire, même au-delà. Ça me rappelle un peu le début de la vie intellectuelle à Alger, fin du 19e, début du 20e, elle tournait autour de la Mektaba des Rodossi. Donc, c'est les Rodossi qui vendaient des livres. Au début, ils les importaient d'Égypte. Et c'était un centre culturel parce que l'après-midi, le soir, fin de journée, tous ceux qui visitaient Alger se devaient de passer par la librairie des Rodossi. C'est devenu un centre intellectuel, un centre culturel où il y avait le rayonnement, les discussions, donc les échanges, les questions et des fois donc c'est des discussions qui partent en long et en large et ça c'est vraiment le rôle d'un intellectuel, c'est le rôle j'imagine qu'a fait Khalifa Ben Amara à travers sa petite librairie à Ain Sefra. Voilà. Et ce qui était important, c'est qu'il y a eu de belles traductions. Exactement. Par la suite, il y a un gars qui était un voisin de la même ville, qui a fait traduction. Il a été au début en tant qu'étudiant aidé par Khalifa Ben Amara, qui l'a encouragé, il le dit lui-même. Et puis, il a traduit 4 de ses livres, 4 livres donc avec sous un peu l'œil veillant de Khalifa Ben Amara. Il a fait ses traductions, il l'a aidé parce que c'est un gars qui avait un background très important dans les deux langues parce que travailler sur Ouled Sid Cheikh sans maîtriser l'arabe, c'est pas évident parce qu'il fallait lire, écrire, exactement. Donc voilà un peu une douzaine de livres, donc on a parlé. Et puis revenu à la fin aussi à son amour, à ses premiers amours, donc il a continué à écrire dans les romans, donc il a terminé par Nouvelles du Sud, et j'imagine, donc je me pose la question un peu en lisant sa biographie, est-ce qu'il n'aurait pas laissé des manuscrits, donc des travaux inachevés, sûrement, probablement. Parce que c'était un chercheur et surtout un auteur prolifique qui touchait à plusieurs thématiques. Donc, il ouvrait des chantiers. Voilà, exactement. C'est ce que font Donc, ils ont des dossiers, ils ouvrent, ils commencent à écrire. Donc, des fois, ils butent sur quelque chose, puis ils reviennent, ils revoient. Donc, c'est une perte. Il est décédé un peu jeune, donc relativement jeune, en 2021, parce que les dernières années, il a souffert, il est tombé malade. Donc, voilà. Donc, c'est toujours ces grands personnages qui nous partent bien trop tôt. Trop tôt, ça me rappelle un peu Issa Megari, donc ils partent en laissant un goût d'amer à la fin, parce que
l'Algérie Un aurait travail inachevé pour ce la qui est plupart. dommage, c'est qu'avec même les romans, tous les romans, donc on aurait pu s'intéresser au personnage, mais de toute sa vie, il n'a accordé qu'une seule interview, donc imaginez. Donc, parce que, C'est vrai. donc, Il était méconnu des médias, voilà, c'est vrai. exactement. Donc, il n'était pas du tout médiatisé parce qu'il était très loin des centres urbains. Donc, il était à Ain Sefra. Les gens ne s'intéressaient pas. Et pourtant, donc, il a galéré, j'imagine, pour publier, mais il a réussi à publier parce C'est sûr. qu'à l'époque, dans les années 80, il fallait passer aussi les commissions de lecture. Oui, oui, tout à C'était fait. pas Et évident. peut-être que justement, à l'occasion du Salon international du livre, on pourra retrouver tous ces ouvrages. Il en a eu plusieurs, des ouvrages très intéressants, en deux langues déjà. Exactement, j'espère bien parce que je ne sais pas, j'ai pas vu parce que je suis parti 2 fois au Salon du Livre, je compte y aller encore au moins une fois, Oui. mais j'ai quelques-uns de ces livres, donc notamment la Sira al-Boubkriya, donc parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Son travail sur l'archéologie de la région, donc j'aimerais bien l'avoir. Donc je crois que c'était le Hajra al-Maktouba, je pense que c'était comme ça le titre. Donc voilà, donc, et aussi il ne s'est pas intéressé à l'histoire, rien que l'histoire contemporaine, donc il est parti même chercher en termes d'archéologie, donc revenir à parce qu'elle est très riche, la genre de Ain Sefra, elle est très riche en termes de grottes, en termes de peinture rupestre, en termes de... Donc c'est très riche, donc il est parti chercher ça aussi. C'est vraiment un chercheur, bien qu'il ne soit pas inscrit dans un établissement, dans une structure. Voilà, c'est ce qu'on voit. Voilà, exactement, c'est aperçu historique, donc c'est ça. Et bien sûr, le personnage illustre de Sidi Chir. Exactement. Il en parle et dans le titre déjà, il y a un sous-titre. Exactement. Donc qui ça, c'est la révèle Sira la al-Boubkriya. personnalité. Donc c'est aperçu historique du haut sud-ouest algérien, donc des origines à l'arrivée de l'islam. 5000 ans avant Jésus-Christ, imaginez, donc il a dû vraiment fuir. C'est du travail, hein, tout ça. Hein. C'est vraiment... Et être à Ain Sefra et chercher les sources et les références, donc faire une... C'est pas évident du tout. Et de donc, maîtriser surtout exactement. toutes ces connaissances. Et de là, collecter, puis interpréter, analyser, classer. Donc c'est un travail qui mérite tout le respect. Donc Rabbi yarhamou Khalifa Ben Amara wa yussa alayh. Bien sûr, un outil indispensable pour les étudiants qui travaillent dans le domaine de l'archéologie. Exactement. Bien sûr, c'est très important. Voilà. Voilà, donc voilà un peu le parcours de Khalifa Ben Amara, donc sans avoir la prétention d'avoir tout dit sur lui, donc mais au moins on lui rend un petit hommage, donc à la mesure de à la taille de notre rubrique. Donc c'est un personnage qui est très intéressant et que les lecteurs, s'ils veulent bien, donc les téléspectateurs, s'ils veulent s'intéresser à ses ouvrages, donc voilà. Voilà, vous avez donné une large gamme donc, de la plupart de ses ouvrages. En tout cas, c'était un auteur très prolifique et qui s'intéressait à tous les sujets donc d'histoire, d'archéologie. En tout cas, une belle découverte ce matin, grâce à vous. Cette photo, donc je l'ai prise de Facebook. Encore une fois, je salue tous mes amis du Facebook qui mettent des photos qui me permettent de puiser un peu. Sinon, je n'aurais pas trouvé plus d'informations. Mais c'est grâce aux différentes pages sur Facebook que j'ai eu, notamment la page de son ami et son traducteur. Donc, très bien. Donc je ne me rappelle pas le nom, je lui présente mes excuses. Voilà, désolé. Vous le ferez pour la prochaine fois, Inch'Allah. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous et bon week-end, bon Ramadan. Bon Ramadan, Saharmdan, c'est vrai, ce week-end. On va en parler tout de suite aussi avec notre médecin, justement pour prévenir donc les jeûneurs. En tout cas, bonne journée à vous. Merci. Et puis à la semaine prochaine. Inch'Allah. Voilà, on continue. On va tout de suite parler bien sûr des associations, de la solidarité durant Ramadan. Et bien ça déjà avec bien sûr les couffins de Ramadan. C'est un sujet de Malika Bellel. C'est donc la distribution des couffins de Ramadan du côté d'Oran. On se retrouve juste après. Ramadan approche à grands pas au grand bonheur des musulmans. Mais malheureusement, comme chaque année, un grand nombre de familles n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins lors de ce mois sacré qui implique beaucoup de dépenses. C'est justement pour leur venir en aide que l'association Souboulul Khayret à Oran se prépare, comme à son habitude, à la distribution de couffins contenant des denrées alimentaires de base. Le couffin contient tout le nécessaire, mais surtout l'huile. Je suis très contente par cette initiative.
Comme chaque année, nous procédons à la même action. Nous remercions les bénévoles pour leur aide et aussi l'imam de la mosquée de Emel Abdelkader, Cheikh Bahri Bachir, qui ne manque pas une occasion pour venir en aide aux nécessiteux. Nous avons à notre disposition plus de 1000 koufins que nous allons distribuer aux nécessiteux, aux orphelins et aux veuves. Nous allons organiser également l'iftar durant tout le mois béni et à la fin, nous allons distribuer les vêtements de l'Aïd. Et comme le Ramadan est le mois de la piété et du partage, les associations aussi s'impliquent et viennent en aide aux nécessiteux, comme c'est le cas ici avec le Croissant Rouge algérien. Il y a beaucoup de catégories vulnérables. L'essentiel, c'est de s'y mettre et de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Le Koufin de Ramadan soulage, un tant soit peu, les familles à faible revenu. Le Croissant Rouge algérien a entamé depuis quelques jours des opérations de bénévolat. En prévision du mois de Ramadan, nous sommes en train de collecter les aides des citoyens. Nous avons été bien accueillis par les commerçants, les bénévoles ont pour mission de collecter des dons et des produits de première nécessité offerts par certains fournisseurs de produits alimentaires. Le nombre de koufins dépendra des quantités générées par la collecte. Actuellement, nous aspirons à atteindre 300 koufins et pourquoi pas plus. La campagne de distribution du koufin de Ramadan, une initiative qui va aider à pallier certains problèmes le temps d'un mois dans les familles vulnérables ainsi que celles qui n'ont aucune ressource. On va donc parler de la santé et bien sûr de l'arrivée du mois sacré de Ramadan avec notre invitée. Elle est professeure en endocrinologie et diabète. Il s'agit du professeur Safia Mimouni. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes donc professeur au niveau du centre Pierre et Marie Curie. Oui. Vous êtes là pour nous donner quelques conseils. Et comme chaque année, on fait de la prévention bien avant, bien sûr, l'arrivée de Ramadan pour essayer donc de sensibiliser plus les patients à risque, on va dire, les patients diabétiques qui continuent, persistent à vouloir jeûner malgré peut-être les difficultés. Oui. Effectivement, merci beaucoup pour l'invitation. Nous autres, donc dans la pratique courante, les patients à l'arrivée du Ramadan, il est recommandé de commencer assez tôt, c'est-à-dire comme si tout va bien, on les voit une fois tous les 3 mois avant le Ramadan, donc il aurait fallu commencer il y a peut-être 2 mois à évoquer l'arrivée du Ramadan et les éventuelles modifications nécessaires qu'il faudrait faire pour que ça se passe en toute sécurité pour le patient. Alors d'abord, discuter avec lui, on doit en parler. Le malade maintenant est partie prenante du traitement, surtout quand il s'agit de maladies chroniques. C'est une maladie à vie, donc tous les ans il va y avoir le Ramadan, donc il faut reprendre donc le patient pour discuter avec lui de ses possibilités à faire le Ramadan, de son intention de le faire ou non, et du point de vue médical, de l'autorisation ou non du médecin à faire le Ramadan. Voilà, c'est très important parce que les personnes âgées sont encore plus difficiles à prendre en charge peut-être avec différentes pathologies, pas que le diabète quelquefois, donc la tension, la fatigue aussi, l'âge, et ils sont aussi très déterminés. Vouloir jeûner, ils ont ce mal à ne pas le faire devant leurs enfants, devant leur famille, etc. C'est vrai, les patients d'un certain âge, disons, parce que âgé maintenant c'est relatif, ont du mal, étant donné l'environnement donc social, à ne pas jeûner, mais pourtant ce sont eux qui sont les populations les plus fragiles. Fragiles par l'âge certes, mais fragiles aussi par la maladie qui, au bout d'un certain nombre d'années, a installé des complications. Complications que nous ne voulons pas aggraver pendant cette période. Par exemple, un équilibre aussi de son diabète qu'on a eu du mal à obtenir et que nous ne voulons pas aussi pendant mois perturbé. Donc la conviction est beaucoup plus difficile à obtenir effectivement chez un sujet qui est déterminé. Déjà avec ces dernières années, on a vécu bien sûr cette pandémie et ça a encore une fois fragilisé l'état de santé donc, des diabétiques et c'est encore une fois un problème supplémentaire à gérer.
Oui, parce que, mais heureusement, nous avons ces dernières années un panel d'experts qui s'est penché sur la situation, parce qu'il ne faut pas oublier maintenant que les musulmans, par exemple diabétiques à travers le monde, par exemple les diabétiques de type 2, hein, les plus importants, les plus nombreux, sont environ 100 millions. Donc c'est une population dont les instances internationales ont dû s'inquiéter pendant cette période. Et donc ils ont établi des recommandations pour aider le médecin à décider et à discuter avec le patient de ses possibilités et des risques qu'il encourt s'il venait à jeûner, étant donné plusieurs paramètres, son âge, l'ancienneté de son diabète, l'équilibre qu'il a obtenu ou non avant le ramadan, est-ce qu'il fait fréquemment des hypoglycémies, quel type de médicaments il prend, s'il venait à jeûner, est-ce qu'il n'était pas à risque de faire encore plus d'hypoglycémie. Et tout ça, on a des catégories de patients, ceux avec lesquels en principe on ne discute pas et donc on leur dit c'est vraiment très dangereux si vous le faites. Ceux avec lesquels on est pratiquement à l'aise en disant vous êtes jeune, vous êtes bien équilibré, votre diabète est récent, vous prenez un traitement léger, vous pouvez le faire si vous vous surveillez bien. Mais il y a des catégories où il est plus difficile de décider si le patient s'oppose. Donc il faut argumenter en lui disant voilà, ton cœur ne tiendra pas bien, si jamais il t'arrive une hypoglycémie, si tu habites seul, qui c'est qui va s'en apercevoir et te donner du sucre? Si tu sors, personne ne saura que tu es en train de faire une hypoglycémie. Peut-être qu'ils vont prendre ça pour une crise d'épilepsie. C'est ça, et c'est irréversible, hein, malheureusement. Bien sûr, s'ils ne se sucrent pas, c'est le coma garanti. Et donc tout ça permet d'aider parce qu'il ne faut pas oublier qu'à plusieurs reprises et à chaque ramadan, nous appelons les hommes religieux et à chaque fois, ils nous disent ce n'est pas notre problème. La décision finale, c'est le médecin qui... Et il la prend en concert avec son patient. Voilà. Et la famille, bien sûr, hein, parce que quelquefois, il faut aussi l'intervention de la famille qui gère en général la pathologie, bien sûr, donc, qui surveille de aussi. ce parent, bien sûr, et qui surveille, et qui connaît, bien sûr, les petites carences, justement, donc, de la santé, donc, du patient, s'il est vraiment fragile. Et on dit qu'à la longue, même si on jeûne de manière sécurisée pour un diabétique, à la longue, ça peut avoir des incidences. C'est-à-dire que ça dépend de l'état initial. En fait, ça peut avoir de bonnes incidences aussi. Par exemple, quelqu'un qu'on a autorisé à jeûner, si c'est un tabagique, c'est bien le meilleur moyen d'arrêter de fumer, puisque c'est une période d'abstinence pour tout. Si c'est quelqu'un qui est gros, c'est une bonne période aussi pour perdre du poids, à condition qu'il mange de manière équilibrée. Parce qu'on a, comme vous le dites, l'environnement, il ne faut pas trop le tenter non plus. Une table bien garnie ou trop bien garnie pour des personnes qui ont un diabétique avec eux, c'est assez tentant. Difficile, et donc c'est difficile pour lui de se priver. Il va se dire je vais... Et on sait que pour les diabétiques, par exemple, plus ils sont en manque de sucre, plus ils en demandent. C'est-à-dire que c'est relatif aussi, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de sucre en général. Ils ont, en fait, ça pourrait s'expliquer aussi métaboliquement. Le sucre, il circule dans le sang. Il n'y en a pas dans les cellules. C'est ça le problème, justement. C'est pour ça qu'il reste dans le sang. Et la cellule, elle a faim. Et donc, la sensation de faim elle demeure. Et donc, ce qu'on veut, c'est que justement, ce sucre pénètre dans la cellule et peut être utilisé en tant que source d'énergie. Et les médicaments sont là pour le faire. Alors, on a parlé de la personne âgée et bien sûr les personnes âgées diabétiques. On peut parler aussi de la femme enceinte, les femmes qui font aussi des grossesses à diabète aussi, le diabète gestationnel, c'est ce qu'on appelle. Voilà. Ça aussi, c'est compliqué à gérer. Alors, pour faire simple, en général, une femme enceinte, c'est très fragile. Et le diabète, c'est une pathologie qui va forcément intervenir dans le métabolisme en général de la femme et dans sa grossesse en particulier. Donc, elle fait partie des personnes à très haut risque pendant le ramadan et il est en général déconseillé à une femme qui est enceinte et qui se trouve être diabétique de jeûner en plus. C'est trop de risques et c'est très difficile à gérer, d'autant que la grossesse
je ne sais pas à quel âge la prend le médecin, mais c'est une période limitée à 9 mois. Si pendant ces 9 mois, si on a commencé à la prendre en charge à 3 mois, et que pendant tout un mois, elle jeûne, et donc elle va être déséquilibrée, c'est autant de mois perdus. Voilà. Donc il est déconseillé à une femme enceinte de jeûner. Voilà, c'est assez dangereux en tout cas pour la femme enceinte et pour le bébé, bien sûr. Alors, tout ça, c'est des conseils que vous donnez assez régulièrement à vos patients. Et d'ailleurs, chaque médecin se doit donc d'informer son patient des risques encourus si, bien sûr, la santé donc, de cette personne a des complications avec des maladies chroniques. On a parlé de la femme enceinte, on a parlé de la personne âgée, on peut parler aussi des diabétiques aussi, des différents types, des type 1 par exemple, les enfants aussi. Ben, les enfants en général ne sont pas concernés par le jeûne jusqu'à leur puberté, voire plus. Ils veulent jeûner si par exemple dans la famille on veut. Si on n'arrive pas à dissuader un enfant diabétique de jeûner, ben, on s'expose à un déséquilibre. Parce que le diabète de l'enfant, c'est un diabète qu'on appelle insulinoprive, c'est-à-dire il n'a pas d'insuline, donc il faut le piquer plusieurs fois par jour. Et s'il faut le piquer en lui donnant de l'insuline, il faut forcément qu'il mange juste après. Donc s'il doit jeûner, on ne peut pas lui donner son insuline, donc forcément on va le déséquilibrer. Donc c'est assez peu recommandé de faire jeûner, même si c'est pour lui faire plaisir, un enfant. Mais pour les diabétiques de type 1 adultes, il est vrai que eux, par contre, si vraiment ils veulent jeûner et qu'ils conviennent avec leur médecin de jeûner, il est prévu de modifier le schéma d'insuline. Très bien. Parce que, par exemple, dans la journée, il ne mangera pas, donc il ne prendra pas son insuline. Donc on va devoir répartir les doses sur le moment du ftour et le moment du suhour. Mais ça, c'est l'affaire du médecin traitant. Très bien, donc c'est possible pour ces gens-là, donc de type 1, de pouvoir donc jeûner à condition... Avec les nouvelles insulines, je pense que ça va être encore plus confortable. Très bien. Alors, on a vu des cas aussi qu'à l'arrivée de Ramadan, beaucoup découvraient qu'ils avaient justement le diabète sans le savoir. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ne savaient pas qu'ils étaient donc atteints de diabète. Et bien sûr, en jeûnant, ils se rendent compte. En fait, si c'est une découverte récente, bon, on ne va pas mêler le début du traitement avec le jeûne. En général, le premier traitement du diabète, c'est la diététique et l'activité physique, avant même les médicaments. Donc pendant le mois de Ramadan, ce n'est qu'un mois. Si c'est un diabète récent, on peut commencer déjà à lui recommander une certaine façon de manger, parce que ce n'est pas un régime de privation, hein. C'est une correction de son alimentation en supprimant certains aliments qui sont trop riches en sucre. Et donc, on corrige son alimentation, on corrige, s'il était sédentaire, son activité physique. Et ça permet déjà de consommer le sucre en excès. Et si besoin, on va bien sûr introduire ce qu'on appelle la metformine, qui est un comprimé qui n'a pas de risque d'hypoglycémie, même pendant le ramadan, et donc on peut en mettre au moins au moment du ftour. Très bien, alors vous avez donné de très bons conseils ce matin à tous nos téléspectateurs, diabétiques ou pas, et tous ceux qui auront donc des diabétiques dans la famille, pour encore une fois sensibiliser autour donc de cette pathologie, et bien sûr de jeûner dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup, merci à professeur vous. Safia Mimouni. À très bientôt. On continue, on va rester donc dans ces nouveautés avec bien sûr l'arrivée de Ramadan. Il y a beaucoup donc de marchés de proximité à cette occasion. Celui-ci est à Bab Zouar et c'est Malika Bellel qui nous fait découvrir ce marché de proximité. À quelques jours seulement du mois de Ramadan, plusieurs marchés de proximité ont été implantés, à l'exemple de ce grand chapiteau installé dans la commune de Bab Zouar à Alger. Ce grand chapiteau est installé au profit des ménages à faible revenu. Ici, les prix sont très raisonnables et à la portée de toutes les bourses. Les prix sont intéressants, surtout en ce qui concerne les ustensiles de cuisine. Nous avons décidé de créer 3 marchés de proximité. Le citoyen peut acheter tout ce dont il a besoin à des prix raisonnables, surtout les denrées alimentaires. Les prix affichés ces derniers jours et qui dépassent largement le pouvoir d'achat du simple citoyen a incité les autorités concernées à ouvrir
plusieurs marchés de proximité destinés également à la commercialisation des produits locaux à des prix raisonnables. Je suis producteur de pâté. Mes produits sont disponibles au niveau de mon stand à des prix réduits. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Nous avons la possibilité de nous approvisionner en différents aliments de base comme le sucre, l'huile de table et le fromage. Il y a de tout dans ce marché et les prix sont abordables par rapport au magasin. La direction du commerce a annoncé l'ouverture de plus de 1150 marchés de proximité pour couvrir les besoins des citoyens pendant le mois sacré de Ramadan. De retour sur le plateau, nous allons parler littérature ce matin. Nous avons commencé à le faire avec Ahmed Grigarson. Cette fois-ci, un auteur qui nous vient, qui n'est pas seulement auteur, il est scénariste et réalisateur. C'est Monsieur Ali Ghanem. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, c'est un ouvrage que vous venez nous présenter, un ouvrage qui est présent au Salon international du livre d'ailleurs, et que vous venez nous parler. Alors, Conversation méditerranéenne, c'est votre tout dernier ouvrage. Un livre qui vous a pris quelques années. Vous avez rassemblé une quarantaine d'interviews. J'en ai interviewé plus de 62 personnes. Oui. J'ai sélectionné une quarantaine. Parmi les gens que j'apprécie. Donc, c'est pas un ouvrage, c'est pas une fiction. C'est beaucoup plus, c'est une enquête, c'est des interviews. Et surtout, j'ai choisi des auteurs qui m'intéressaient. Et parce que je voulais savoir plus, parce que je voulais aussi casser le mythe, parce que en général, le lecteur, il a une idée de dire c'est un homme politique, c'est un grand écrivain, un grand médecin. On ne peut pas toucher, on ne peut pas accéder. Voilà, exactement. Oui. Alors que donc, moi, ça m'a passionné d'aller plus loin, parce que par rapport à ma curiosité. Donc, avant de les interviewer, j'ai enquêté sur eux, j'ai lu ce qu'ils ont écrit, j'ai lu leur interview. Et il y a même certains que je demandais à déjeuner avec eux, donc je ne fais pas des interviews d'une manière directe. Comme vous, par exemple, vous ne me connaissez pas, tout de suite à chaud comme ça, vous me posez des questions, vous savez pas d'où je sors. C'est ça qui m'a passionné à faire ce livre. Ouais. Et pourtant, vous dites, c'est un exercice assez difficile en tant que journaliste, puisque vous ne l'êtes pas forcément, vous êtes plutôt cinéaste, et ça vous a toujours accompagné. Vous avez voulu toujours faire des interviews en marge donc, de votre travail de cinéaste. Oui, non, parce que ce qui m'intéressait dans les interviews, c'est de savoir plus, c'est d'apprendre, c'est de connaître un auteur. C'est pour ça que je dis j'ai choisi mes auteurs. C'est une manière de parler. Oui, oui. Et en même temps, j'aime faire parler les gens, mais en même temps, je n'ai pas fait un travail de journaliste. Parce que les journalistes, en général, ils posent des questions direct. Pas spécialement direct. Pourquoi vous avez écrit ce livre? Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est ce que je fais, par exemple, aujourd'hui. Non, je ne vous connais pas, je ne peux pas vous agresser. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est-à-dire, c'est de poser des questions qui m'intéressent, moi, personnellement, et d'aller plus loin par rapport à ma curiosité avec les autres. J'ai rencontré des gens extraordinaires. On peut dire ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon l'exercice ce qu'on aimerait tous faire, c'est-à-dire l'interview décalée, aller vers une personne, lui poser des questions, mais détourner pour pouvoir plus le toucher et faire découvrir, par exemple, au lecteur ou aux téléspectateurs, une autre facette donc, de la personne que vous interviewez. Exact. Par exemple, bon, je cite un cas comme il y a un animateur de télévision, Thierry Radisson. Bon, par exemple, avant d'interviewer quelqu'un, il fait une enquête sur lui, il essaie de savoir d'où il sort et tout. Des fois, il pose des questions même sur la vie privée et les gens ils sont étonnés. Oui. Donc, par exemple, moi, ce sont des gens qui m'ont intéressé de rencontrer, par exemple, Jacques Berck, Germain Tillon, Réalec, Boualem Zansal, Dalsimila Khadra, Hervé Bourges, etc. J'avais Bendine Béchir. Benguigui, voilà. Benguigui Amina, entre autres. Mais donc, ce qui m'a intéressé, c'est de connaître des auteurs. Donc, quand je leur pose des questions, c'est toujours par rapport à moi. Ce n'est pas par rapport à eux ou bien par rapport aux lecteurs pour les faire découvrir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai voulu plus ou moins casser le mythe des gens. Tout à fait. Et ça vous a pris quelques années quand même de pouvoir accéder à toutes ces interviews. Et c'est surtout pourquoi vous l'avez appelé Méditerranée. De personnalités du monde, de la Méditerranée, qui à chacun avait sa personnalité. Oui, non, parce que d'abord, plusieurs années, pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un auteur qui m'intéresse, je fais l'interview, je le stocke ou bien je le lis dans un journal. C'est ça.
Et comme ce sont des interviews assez riches, donc je les ai réunis, je fais un livre. Mais pourquoi la Méditerranée? Parce que c'est des Maghrébins, c'est des Africains, c'est des francophones, donc voilà, c'est pour ça que Et ça vous a quand même pris longtemps de choisir le titre? Comment vous le savez? Moi aussi, je m'informe sur vous, sur les personnes que je vais interviewer. Parce que l'interview d'un livre, c'est très important. C'est pour ça que le titre est toujours important pour une œuvre, pour un film, pour un ouvrage. Donc voilà, c'est pour ça que c'est difficile de choisir un titre. Et de pouvoir rassembler justement l'intérêt. Et vous l'avez, la page de garde justement de l'ouvrage. Déjà, on découvre la Méditerranée, on découvre aussi toutes les personnalités pratiquement que vous avez citées, les plus attirantes, on va dire. Pas toutes, mais en tout cas les plus attirantes. Et donc, durant ces interviews, il y en a qui vous ont plus marqué que d'autres, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai cité Jacques Berg, par exemple. Oui. Bon, il y a aussi Aït Hamid, par exemple. Quand je l'ai interviewé, on a parlé de l'amitié, il m'a pris dans ses bras, il m'a embrassé, c'était émouvant. Parce qu'il m'a dit, bon, on n'a jamais fait une interview comme ça, on n'a jamais posé ce genre de questions. Il y a par exemple des rencontres avec Jacques Berg, il y a des rencontres avec Madame Sansal, et avec, je peux pas toutes les... Par exemple, Hervé Bourges, bon, on l'appelle l'Africain, il me dit, moi je suis algérien, bon, on a parlé pendant 3 quarts d'heure avant de faire l'interview, donc c'était quelqu'un quand même qui était DG de TF1, France 2, c'est un grand personnage. Il connaît très bien l'Algérie, il y a séjourné longtemps, bien avant. Il dit qu'il est algérien, je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il a la nationalité algérienne, je crois. Il était revenu pour l'année de l'Algérie en France aussi. Exact. Donc ce sont des personnalités qui ont marqué déjà de leur présence à travers l'actualité. D'ailleurs, c'est ce que vous dites. À travers ce livre, on va être au courant de toute l'actualité aussi culturelle, sociale, donc de la Méditerranée. Oui, parce que j'ai choisi des auteurs qui ont un rapport avec l'Algérie, qui ont un rapport avec le Maghreb. Par exemple, il y a parmi les écrivains maghrébins, il y a Fatima Mernissi, il y a l'Africain Amadou Kourouma, il y a d'autres et d'autres. Il y en a un nombre. Il y a la Tunisienne aussi. La Tunisienne. Ben Sedrid. Exact. Une grande dame aussi. Une grande dame qui était une militante politique, qui était mise en prison sur Ben Ali, qui a eu beaucoup de difficultés. Qui raconte, ce sont des personnages qui ont beaucoup de choses à apporter d'ailleurs, et qui marquent par leur présence. D'ailleurs, ils vous ont tous, pour la plupart, marqués. C'est pour ça que vous les avez donc réunis dans cet ouvrage. Oui, non, parce que moi, ce qui m'intéressait, ce que je disais tout à l'heure, ce sont des gens qui m'ont apporté quelque chose par rapport à ma curiosité, parce que je voulais savoir plus, d'aller avec eux, et en même temps pour les faire découvrir aux lecteurs. Voilà. Et bien sûr, parmi toutes ces personnalités illustres, parce que vous en avez rencontré pas mal dans votre carrière, ici ou à l'étranger, parmi ces 70 interviewés, vous en avez gardé qu'une quarantaine? Parce que le livre il fait déjà 400 pages. Il a fallu faire un choix et un tri peut-être. Bon, ce n'est pas facile. Par exemple, entre autres, il y a un chanteur que j'ai interviewé que je ne trouvais pas utile de le passer parce qu'il n'a pas écrit de livre. C'est Idi Rahmo. J'ai lu ça. Alors, j'ai regretté de ne pas... Oui. Bon, il y a d'autres, plus ou moins, qui n'étaient pas des stars, mais voilà, donc c'est le... Faire un choix, c'est toujours difficile de dire je passe celui-là, pourquoi pas l'autre, etc. Et à travers les interviews, justement, on arrive à cerner la personnalité de ce personnage, pouvoir voir une autre facette de cette personnalité qu'on connaît à travers les médias, qu'on connaît à travers les écrits. Et vous avez réussi aussi à dégager autre chose de tous ces interviews? Moi, ce qui m'a intéressé, par exemple, il y a des rencontres avec les gens, par exemple avec Rachid Boujdara. Rachid Boujdara est considéré comme un personnage immense. Voilà. Un peu vous en aviez peur d'ailleurs avant de partir. Voilà, brutal et tout, mais je le connaissais. Mais il s'avère que c'était très très bien passé, il était impressionné, moi aussi. Bon, par exemple, il y a une très belle rencontre avec Omar Sharif, l'acteur. Bon, par exemple, j'étais chez lui, dans un immeuble, il y avait des gardiens, la sécurité, Azraïl, etc. J'étais impressionné. Bon, au fur et à mesure de l'interview, il a dit... C'est un homme simple. C'est un homme très simple et charmant, sauf que, à certains moments, j'étais un peu brutal avec lui parce que je lui dis c'est un Casanova. Ça ne lui a pas plu. Donc, oui, en tant que comédien, en tant que... Mais moi, ce qui m'intéressait avec ces rencontres, c'est toujours ma passion pour un auteur. Donc, par exemple, j'essaye de faire découvrir au lecteur, c'est des choses qu'il ne connaît pas.
Parce que les gens, quand ils c'est comme par exemple le salon des livres, où il y a d'autres, les gens, ils font des dédicaces, ils font des photos avec l'auteur, etc. Ils disent c'est un grand écrivain. On dit jamais c'est un bon écrivain, on dit c'est un grand. Pourquoi dire un grand? Et on peut dire un bon écrivain. C'est toujours un grand. Moi, je suis contre le mythe. Oui, vous l'avez dit d'ailleurs. Oui. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours de faire découvrir un auteur à son lecteur. Par exemple, il y a Edmond Charlot de l'Académie française, elle est morte, mais je ne peux pas dire la rahma parce qu'elle est chrétienne. Par exemple, elle m'a donné rendez-vous le matin à 8h30, 9h. Moi, je ne fais pas des messes. Ce matin, je suis mal dormi, je ne suis pas en forme, je ne sais pas si vous le sentez. Elle habite un hôtel assez particulier. Bon, on a commencé à parler longuement. Elle me dit, monsieur, on fait l'interview. Je lui dis, l'interview, elle a déjà démarré. Elle a déjà commencé. Voilà. Et elle était un petit peu choquée par votre première question. Enfin, il a un petit peu désarçonné. Exact. Parce que je lui dis, qu'est-ce qu'elle a fait hier soir? Parce que je pose des questions des fois un peu bizarres. Parce que c'est pour donner une idée au lecteur. Parce que les journalistes en général, ils n'osent pas d'aller plus loin avec le... Bien sûr, dans le respect, et bien entendu. Non, c'est pas question de respect ou pas, c'est une question simplement de faire découvrir. Moi, je veux dire, je n'ai jamais manqué un respect à un auteur. C'est-à-dire, j'essaie de donner une image différente et j'essaie d'aller plus loin. Et j'essaye de faire des choses que le lecteur ne connaît pas. Voilà. Est-ce que vous continuez toujours cet exercice? Vous allez toujours vers des personnalités et interviewer? Parce que je sais que vous êtes très occupé avec vos films. Non, c'est-à-dire à ce moment, j'essaye de terminer mon film, qui est un film qui s'appelle Destin croisé, qui est une histoire de 4 Algériens qui se connaissent de l'âge de 30 ans, qui se sont fréquentés jusqu'à l'âge de 75 ans. Ça se passe des années 70 jusqu'à nos jours. Voilà. Mais je ne suis pas journaliste, je ne fais pas les interviews régulièrement. Je choisis des personnages. Par exemple, bon, peut-être je vais interviewer un grand journaliste. Là, je parle comme tout le monde. Jean-Michel Apathy. Par exemple, il est contre, il défend l'Algérie, il est contre la guerre d'Algérie, de pardon en Algérie, etc. Je trouve que c'est un personnage à interviewer, c'est intéressant parce que tout ce qu'il dit, c'est des choses intéressantes. Donc si je fais une interview, il faut que ça soit un auteur qui m'intéresse. Bien sûr. Alors justement, la démarche très intéressante d'un journaliste, c'est de pouvoir accéder à ces personnalités et de pouvoir avoir l'autorisation d'interviewer ces personnes. Non, ça c'est banal, c'est facile. Bon, je veux dire. C'est quand même, pouvoir y accéder. Non, pas les journalistes, les auteurs ou les hommes politiques, ils sont très contents d'être interviewés parce qu'ils vendent leurs produits, ou bien ils se font connaître, ou bien ils parlent de leur sujet. Bon, par exemple, c'est comme moi. Pourquoi je suis venu d'être interviewé? Je trouve ça curieux, moi qui fais des interviews d'habitude. Oui, d'être interviewé différemment. Voilà, c'est pour connaître le livre, pour que les gens le découvrent. Donc ça pose pas de problème. Mais en plus, il y a la manière aussi d'aborder un auteur, comment le contacter, comment l'interviewer. Par exemple, je peux vous citer un cas. J'ai voulu interviewer Majda Romi, par exemple. Bon, je l'ai rentré à Paris. On arrive comme ça dans son salon. Il y a son attaché de presse, il me dit, monsieur, vous avez 10 minutes pour l'interviewer. J'ai dit, dans ce que l'interview est fait, je m'en vais. D'accord. Vous avez refusé? J'ai refusé parce qu'en 10 minutes, qu'est-ce qu'on va dire? En plus, de dire 10 minutes parce que c'est une star, mais c'est un être humain comme tellement, simplement c'est une chanteuse. Voilà. Donc j'ai arrêté l'interview, je ne l'ai pas fait. Eh bien oui, c'est comme ça, c'est des rencontres et aujourd'hui vous êtes content de pouvoir donc en sortir cette lecture pour tous les lecteurs. C'est cet ouvrage qui est présent au Salon international du livre, bien sûr, et j'espère que le lecteur va apprécier ces belles rencontres que vous livrez à travers cet ouvrage. En tout cas, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vous remercie. Voilà, et puis on vous dit bonne chance pour un prochain ouvrage et pour le film. Vous viendrez nous en parler, Inch'Allah. Merci. Voilà. Bon courage à vous, reposez-vous bien. Merci. Et puis bonne journée. On continue, on se retrouve juste après, dans un moment.
De retour sur le plateau. Donc, bonjour d'Algérie. On va retrouver donc Ahmed Lamouri comme chaque mercredi matin. On va parler de livres, on va parler de salon du livre et on va parler donc d'internet. Bien sûr, les internets, c'est avec vous. Bonjour Ahmed. Bonjour Ahmed. Comment ça va? Coucou. Ouais, je sais, comme tous les Algériens. On va pas refaire le match. Ouais, il allait nous parler des images, il allait nous parler donc du football, des supporters et de plein de choses concernant le football et bien sûr changement de programme. Voilà, changement de programme, fin d'émission, au revoir, merci. On salue notre équipe bien sûr, comme toujours. Oui, je voulais commencer avec ça. Il faut d'abord remercier tout le travail qui a été fait, travail de fond. Oui. On parle toujours de résultats, de défaites, de victoires, de qualifications, mais il y a eu un travail de fond. Il nous a franchement redonné la joie, le sourire, l'espoir. Oui. En tout cas, déjà, merci à Jamal Belmadi et à toute l'équipe, parce qu'il n'y a pas que Jamal Belmadi, il y a tout un staff. Et les joueurs aussi, il n'y a pas que ceux qu'on voit, il y a aussi les remplaçants qu'on ne connaît pas parfois. C'est très souvent le cas. Donc en tout cas, voilà, on commence avec ça, on commence en disant merci. Mais en ce moment, il n'y a pas eu que ça sur Internet. Je ne sais pas, est-ce que tu as vu, sur Internet, il y avait deux claques cette semaine. Il y avait la claque de Will Smith et la claque de l'équipe nationale. Ah bah oui. On ne va pas parler de ça, C'est vrai, il y avait deux claques, c'est vrai. Qui marquent à la fois des images terribles. Ouais, exactement. Mais ces deux claques. Vous avez vu le match? Beaucoup, oui. c'est des claques qu'on n'arrive pas à digérer. Mais c'est comme ça, écoute, voilà, c'est comme ça, c'est la dure loi du sport, du foot, de tout ce Bon, alors on va dire, il y a eu le match. Après, il y a bien sûr la fameuse actualité. Oui. Et puis après, il y a le salon du livre. Donc Ahmed aujourd'hui va nous parler du salon du livre. Justement, je ne vais pas parler du salon du livre. Je voulais profiter de l'occasion du salon du livre qui sera jusqu'à demain. 1er avril. 31 ou 1er 31. Je crois que c'est jusqu'au 31, voilà. Non, 1er avril. D'accord, j'espère que c'est pas un pourcent neuf. Non, du tout. Ah, classe, d'accord, je te crois sur parole. Donc, comment on peut lire sur Internet? Parce que c'est ça aussi. Internet, c'est d'essayer de trouver des applications, des sites. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir, est-ce que Andy l'Ort ou le Mandish? عندك شويه الوقت. كاين اللي ليا Alors donc, on va parler voilà. Donc déjà, rien que pour faire la parenthèse du foot et du sport, l'image qui nous a tous marqué hier jusqu'à aujourd'hui, peut-être encore une semaine, c'est l'image de Jamal Belmadi justement, qui était complètement par terre. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ça, c'est dur à voir. Ça, c'est ce qu'on a vu. Mais comment on était? Si on était plus que lui. Ouais, mais on peut voir l'image suivante, c'est l'état les comptes fait depuis hier jusqu'à maintenant. Ouais, on va voir la deuxième. Allez voir. Alors, je vous dis pas c'est quoi Ahtan Tchoufou, parce que moi, c'est... vous allez la voir, Non, debout, voilà, c'est ça, voilà. Mohamed Adjaimi qui a illustré cette... Grand monsieur, Mohamed Adjaimi. Physiquement, j'étais comme ça. Ma femme peut en témoigner. J'étais devant la télé, malhed hagdak. J'ai pas compris. J'ai le sentiment d'incompréhension totale. Et surtout que c'était un choc. Oui, c'est on était juste après l'euphorie, on était contents. La joie, et on appelait, on envoyait tout le monde, c'est bon. Des gens sont sortis défiler, ils sont sortis après le but. J'ai entendu les klaxons. Voilà. Et après, au retour, ils ont vu les gens pleurer, ils n'ont pas compris ce que c'était. Mais bon, voilà, ça c'était pour fermer la parenthèse. Trop brutal. Classe. On ferme la parenthèse football, on laisse les équipes sportives pour parler de ça, pour revenir là-dessus. On va parler donc de ce qu'on peut utiliser sur Internet et ce qu'on peut trouver sur Internet pour lire et bien évidemment pour trouver des livres qu'on cherche. C'est franchement pas une mince affaire de trouver, même au salon du livre, tout ce qu'on cherche. Et Internet, c'est un univers plus vaste. Je voulais vraiment commencer avec ça parce que c'est un appareil, c'est un outil, c'est la Kindle. Je ne sais pas si vous connaissez Kindle. C'est une liseuse électronique. Voilà, elle s'appelle comme ça, Kindle. D'ailleurs, ça vient du mot Kindle en anglais, ça veut dire allumer du feu. Parce qu'on est dans l'idée, voilà, on est au bord du feu, de la cheminée, comme ça, sur une chaise avec pour une lire. liseuse. Exactement. Ce qui nous permet, contrairement à des livres, c'est vrai qu'on va pas commencer à dire on arrête avec les livres classiques. Non, ça peut faciliter la lecture, surtout que on n'a pas besoin de lumière parce que la luminosité est réglée. Et aussi quand on veut éviter les smartphones, les ordinateurs pour les lumières bleues. Donc voilà, la Kindle, c'est ça. Alors, juste pour l'histoire, ça a été créé par Amazon, le géant de la distribution Amazon. Et puis on peut tourner les pages. 2007. Exactement. En 2007, en 2007, c'est vraiment assez ancien, ça a au moins 15 ans. Donc voilà, c'est pour dire que ça existe depuis très longtemps. Et maintenant, vous avez sur les différentes plateformes les applications que vous pouvez utiliser sur vos smartphones, tablettes et même parfois sur ordinateur pour trouver certains livres en format numérique et les lire, même si vous n'avez pas
forcément le livre. Voilà, très bien. Il y en a qui sont gratuits, mais l'application est gratuite. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui ne sont pas. Il y en a qui sont payants. Bien évidemment, si on veut accéder à la culture, au livre, il faut payer le prix. Voilà. Du côté de Apple, nous avons iBooks. Comme pour tous leurs produits, pour toutes leurs applications, iBooks. Voilà, alors c'est l'application qui est sur iPad, iPhone et les Mac, qui permet de lire et d'acquérir les livres en ligne, comme pour tout ce système de liseuse de livres, etc. Alors, ça s'appelle maintenant Livre, tout simplement. On ne cherche pas le iLivre ou la iBook, ça s'appelle Livre. iBooks, voilà, depuis 2018. Ouais. Mais pour ceux qui connaissaient avant, voilà, c'était iBooks. Qu'il n'y ait pas de confusion. Du côté de Google, il y a Google Play Books, Livres. Ça existe depuis 2010 quand même. C'est aussi le même système. Vous avez la plateforme qui peut mettre à disposition un grand catalogue. Voilà, c'est ça. Google Books, Google Play Books. Comme pour tous les logiciels, toutes les applications de Google, il y a Google Play Apps, Google Apps pour répertorier. Donc, je vous assure, on n'utilise pas assez souvent ce genre de services et d'applications, mais ça répertorie des centaines et des milliers de livres. Et c'est pas que des livres. On pense tout de suite à des romans, à des nouvelles. Ça peut aussi répertorier des livres professionnels, scientifiques, justement, selon les segments, selon les activités. Donc, c'est super. Comme je précise toujours avec la phrase Google, rechercher. Ouais. C'est vrai que quelquefois on n'a pas accès rapidement à un ouvrage, au moins on le trouve sur Internet. Sur les plateformes de recherche et les applications. Alors là, je vais passer à un autre système, c'est Wattpad. Wattpad, W-A-T-T, pas Watt, wesh. Donc Wattpad, c'est un réseau social canadien lancé en novembre 2006. C'est quand même depuis très longtemps que ça existe. Mais alors là, les utilisateurs inscrits peuvent éditer, partager, découvrir des livres, des romans, des nouvelles, mais beaucoup plus pour le côté partage. Une fois que c'est validé par la communauté, ils le mettent à disposition. Ils peuvent même avoir accès à ces livres en hors connexion. Donc vous pouvez le télécharger et le lire. Et ça, c'est vraiment un réseau social. J'aime bien tout ce qui est manga, tout ce qui est geek. Emma peut en témoigner. Il y a en 5e, voilà, parce que c'est la dernière application dont je voulais parler, Manga Plus. C'est une application gratuite et il y a une maison d'édition qui s'appelle Shueisha, une maison d'édition japonaise, qui s'occupe de tout ce qui est manga connu, pas connu. Voilà, ça c'est le logo. D'ailleurs, Luffy du manga One Piece, pour ceux qui connaissent. C'est en ligne depuis janvier 2019 et vous avez tout gratuitement. Alors la seule précision, c'est que c'est selon la disponibilité des œuvres, des ouvrages, parce que si vous cherchez un manga, alors il y a en anglais principalement, en espagnol pour les hispanophones, et depuis quelque temps il y a de nouvelles langues. Il y a même le thaïlandais, l'indien, même le français pour certaines œuvres. Donc voilà, je vous ai dit, c'est en ligne depuis 2019 et c'est gratuit et ça fait plaisir à tout le monde, pour vous ou pour vos enfants, ou, si vous voulez découvrir, voilà, c'est comme ça. Mais il y a une panoplie de plein d'autres applications, plateformes. Aldi Connect, eBooks, Moon Plus Reader, Many Books, Universal Book Reader. Alors, Hada, je vous conseille de noter, c'est Bookari ou alors Bookboon. Ces deux, vous les notez. Il y a toujours il y a toujours la racine book, livre en anglais. Et du côté de l'Algérie, alors j'ai laissé ça peut-être pour personnellement, physiquement. Il y a plusieurs pages et personnes qui lancent des projets du genre Bookini. Bookini, sur le Bookini, voilà. Il y a eu une plateforme qui avait été lancée. Voilà. On attend de voir comment ça évolue, on attend de voir comment ça se passe. Justement, je voulais les inviter aujourd'hui, qui m'ont contacté par rapport aussi là, etc. Mais comme on n'était pas sûr s'il y avait victoire, pas victoire, donc j'ai préféré laisser ça. Et voilà, donc rappelez-vous de tous ces noms, même si vous vous en rappelez pas. Inch'Allah, il y aura le passage sur YouTube ou là sur les réseaux sociaux pour retrouver toutes ces applications. Merci beaucoup, Ahmed. Avec plaisir. On aurait bien aimé vous garder. Oui, on va vous retrouver donc la semaine prochaine. Vous m'avez séparé de Lilia encore. Oui, on vous a séparé de Lilia aujourd'hui. On vous dit bonne journée. À vous aussi. Tenez le bon, bien sûr, le moral quand même. Et puis en attendant, la vie continue. Bien sûr, en attendant de retrouver de belles rencontres encore une fois. Inch'Allah. Bonne journée. À vous aussi. Et on va vous laisser repartir avec le groupe Caméléon. On va retrouver dans un tout petit moment Lilia, Magie. Donc Lilia qui revient. Allez, à tout de suite. كيفها وين نلقاها كيفاه نصادي الفلان واللي كيفها وين نلقاها
حبابي ويلات لومونا لومو القهوة كل البغا ويلا بغيتو تعاونونا شدو فمكم عليا وعليها حبابي وزيدو كرهوني كرهوني ونسيت نبغي حبابي وزيدو كرهوني كرهوني ونسيت نبغي Une nouvelle chanson du groupe Caméléon, Win El Qaha. Ben oui, nous on l'a trouvée, hein, Lilia elle est là, elle était juste en coulisses en attendant donc de la retrouver sur le plateau. Bonjour Lilia. Bonjour Amel, ravie de vous retrouver. C'est le mec, comment ça va? Très bien, merci. Bon, un peu secoué bien évidemment. Tout le monde ce matin, on s'est retrouvés là, tous déçus à parler du match d'hier. Peu dormi, déjà fallait attendre la fin du match avec bon, le résultat. Moi, j'ai pas réussi à dormir. Franchement, j'avais une boule au ventre. Ah là là, c'est triste ça. C'est triste, mais bon, une grande pensée bien évidemment au coach, à l'équipe et voilà, quand même, ils ont fait de leur mieux, on a envie de dire. Bien sûr, et puis nos équipes vont continuer à en parler, bien sûr, et les spécialistes vont décortiquer un petit peu tout cela. On a essayé de le faire ce matin avec Mahmoud Bouguermouh sur notre plateau, et puis on va laisser les spécialistes en parler, bien entendu. Vous allez nous parler de l'agenda. Les activités culturelles pour nous remonter le moral, on va dire. Exact, on va essayer voilà, tout de même, ça. Avant l'arrivée de Ramadan. Oui, tout à fait. Donc, il y aura beaucoup d'activités, bien évidemment, qu'on ne va pas se priver donc d'annoncer aux téléspectateurs. Mais pour l'heure, on va parler de tout ce qui va se passer cette semaine, donc à la veille, bien évidemment, du mois de Ramadan Moubarak. Et on va aller du côté de la galerie Zouart, où une belle exposition se tient actuellement. La création féminine est mise à l'honneur à travers l'expo intitulée Éveil de sens. Donc, une belle exposition organisée en collaboration avec l'Association nationale des femmes artistes peintres. Une exposition collective qui vaut vraiment le détour avant du mois de Ramadan. Et sûrement, il y aura un autre programme prévu pour Ramadan. Donc, du côté de la galerie Zouart. Nous allons aller aussi du côté de la ville de l'Oued, cette belle ville, où plus de 70 œuvres signées par 35 plasticiens sont exposées au Salon des arts plastiques de la région. Donc, placées sous le slogan l'Oued citadelle des cultures. Les œuvres, donc, représentent différentes écoles artistiques, bien évidemment. Et puis, tout à fait, des ateliers et aussi des ateliers de formation. Dans l'art plastique, dans la déco, ainsi qu'en dessin seront prévus donc tout au long de cette belle manifestation qui vise bien évidemment à dynamiser l'actualité culturelle de cette belle région. Vous disiez qu'on l'appelait la ville des 1000 coupoles. C'est ça, exactement. Donc c'est du côté de l'Oued. Nous allons passer bien évidemment au Salon du Livre, un rendez-vous qui se poursuit jusqu'au 1er avril, donc ne ratez pas, beaucoup de monde bien évidemment, un grand afflux, grand, petit, et tant mieux, puisque c'est un rendez-vous quand même bien attendu. Ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas donc de présentation et surtout de rendez-vous littéraire. Aujourd'hui, ça va faire plaisir aussi à tous les personnes qui travaillent dans le livre, le secteur du livre. Donc beaucoup de personnes vont bien évidemment vers les pins maritimes pour acquérir bien évidemment et voir aussi, assister aussi aux ventes donc dédicaces, voir les artistes, les nouveaux livres. Donc un beau rendez-vous à ne pas rater. Sous le slogan, rappelez-vous, le livre Passerelle de mémoire, donc 1250 exposants, donc venus de 36 pays et puis 200 éditeur algérien qui propose plus de 300 000 publications. Donc ça continue encore. Du côté de la SAFEX, ne ratez pas le rendez-vous, c'est jusqu'au 1er avril. Nous allons parler de théâtre, 4e art cette fois-ci, et vous proposer 2 événements. Parler de la nouvelle création de l'Office national de la culture et de l'information de l'ONCI, qui est la pièce intitulée Fahama Corona. Donc la générale a été présentée jeudi dernier donc, à la salle Atlas, donc mise en scène par Mohamed Sahraoui, 90 minutes durant lesquelles une dizaine de comédiens évoluent autour de plusieurs thématiques sur les changements de la société, de nos habitudes. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la pièce sera reconduite jeudi, demain, à la salle Atlas. Donc, ne ratez pas le rendez-vous puisque c'est une belle pièce à découvrir, une nouvelle création, rappelons-le, des établissements de l'ONCI, pas des établissements à la culture. Et du côté du TNA, c'est la pièce théâtrale à Libtchin qui est prévue jeudi, demain à 18h. Et ce, donc, pour la clôture des journées
théâtrale de la Casbah d'Alger. Donc le théâtre a vibré au rythme des représentations depuis le 21 mars, rappelez-vous Amel, et puis la soirée de clôture est prévue demain 31 avec cette belle... Et l'auteur était venu en parler, hein, oui, Ricardo Nicolai, qui est donc l'auteur de Ali Betchin, cet ouvrage, 4 ouvrages qu'il a consacrés à ce personnage aussi, ce personnage illustre aussi, figure donc qui a marqué l'Algérie aussi par son passage, et bien entendu il nous avait parlé de cette pièce théâtrale qui allait être jouée. Bien sûr marquer la clôture de ces journées théâtrales de la Casbah d'Alger, et nous allons finir avec un rendez-vous du côté de l'Opéra d'Alger aujourd'hui à 10h. Il s'agit de la conférence de presse à 10h30 qui est prévu pour bien évidemment dévoiler le programme de l'Opéra d'Alger pour le mois sacré de Ramadan. La conférence sera animée bien évidemment par la directrice Madame Fatima Zohra Nemous, la directrice de l'Opéra d'Alger. Donc tout le programme de Ramadan, nous l'aurons aujourd'hui à partir de 10h30. J'imagine que nos confrères et nos consorts seront au rendez-vous. Et puis nous nous chargerons de bien sûr divulguer ce programme à travers Bonjour d'Algérie tous les mercredis. La première semaine c'est toujours très calme, le temps de donc à s'habituer un petit peu au rythme du jeûne, bien sûr. Et puis à partir donc de la deuxième semaine, c'est les activités qui commencent. Tout à fait. Plein de belles choses seront prévues. Exposition artisanale, bien évidemment, qui mettra en avant le savoir-faire des artisans et des artisanes algériennes. Il y aura aussi de la musique, beaucoup d'artistes vont se produire le soir. Et donc, j'imagine que beau programme nous attend et nous nous ferons un plaisir de le communiquer aux téléspectateurs mercredi prochain. Voilà. Ben, en attendant, on aura le plaisir aussi de vous retrouver durant Ramadan avec un horaire aménagé aussi, spécial. Je pense 16h au lieu de 15h. Donc nous aurons le plaisir de retrouver les téléspectateurs pour une ambiance bien évidemment, on va dire, qui va tourner autour des coutumes, traditions et des valeurs, surtout du mois sacré de Ramadan. Nous serons ravis de retrouver les téléspectateurs chaque vendredi à 16h. C'est le week-end, bien sûr. Merci beaucoup Lilia. C'est moi, mercredi prochain, bien sûr, avec nous. Avec aussi des horaires aménagés. Du Bonjour d'Algérie, tout à fait. On en discutera, bien sûr, on en parlera aussi et on informera nos téléspectateurs, bien entendu. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. Excellente journée à vous tous sur les programmes de Canal Algérie. Puis on se donne rendez-vous dès demain à partir de 8h du matin. Au revoir et merci beaucoup de nous avoir suivis. أنا أحبابي ولاو عدياني يكرهوني مين نكون معاهم ما هضروا معايا هذا شحال ويلا هضروا يقولوا نساء كيفاه نصابت الحلال واللي كيفها وين نلقاها كيفاه نصادي